Et si la véritable force aujourd'hui ne résidait plus dans la simple puissance de feu, mais dans la capacité à tromper, à manipuler et à exploiter la moindre faille de l'adversaire? Imaginez un front gelé, une ville transformée en citadelle, où chaque pierre semble défier le temps. Nous sommes à l'automne de l'année 2025, sur le front oriental de l'Ukraine. Kupiansk, verrou stratégique dont la chute ouvrirait la porte à l'effondrement de la défense ukrainienne sur des centaines de kilomètres. Kupiansk n'est pas qu'un nom sur une carte. C'est le cœur battant de la logistique, un carrefour où tout converge. L'armée ukrainienne en a fait un bastion, multipliant points d'appui et fortifications. Chaque rue, chaque carrefour, chaque étage devient un rempart, dressé contre l'avancée russe. En face, l'armée russe refuse le piège du choc frontal. Elle observe, analyse, dissèque les défenses adverses sans se précipiter. Dans ce face-à-face figé, le silence devient une arme. Un piège invisible se referme, tissé dans l'ombre par la désinformation, la manipulation, la pression psychologique. Tandis que les positions semblent immuables, l'armée russe agit en sous-main. Elle exploite la moindre faiblesse, détourne l'attention et sème le doute. Les nerfs, plus que l'acier, deviennent la première ligne de front. Derrière ce calme trompeur, une opération bien plus subtile prend forme. Les Russes misent sur le renseignement, l'effet de surprise et l'art du leurre. Ils s'apprêtent à frapper là où personne ne les attend, à transformer la certitude des défenseurs en piège mortel. L'enjeu? Non pas seulement une victoire tactique, mais un bouleversement du rapport de force. Une démonstration éclatante de guerre psychologique et de supériorité stratégique. À Kupiansk, ignorer ce jeu d'ombre, c'est risquer de voir tout un système s'écrouler en quelques jours. C'est la leçon que tout stratège moderne doit retenir. La guerre a changé de visage et la force brute seule ne suffit plus. Pour comprendre comment l'opération de Kupiansk a redéfini les règles de la guerre moderne, il faut se pencher sur les circonstances précises et les forces présentes autour de la ville. Revenons à la situation sur le terrain à l'approche de l'automne, alors que chaque camp affûte ses armes et ses plans. Voici comment la tension est montée, étape par étape. Pourquoi Kupiansk, simple bourgade de l'oblast de Kharkiv, focalisait-elle soudain tous les regards? De loin, ce n'était qu'un point discret sur la carte. Mais pour les stratèges, elle incarnait un pivot vital. Le centre névralgique de la logistique ukrainienne à l'est. Ses routes et ses rails irriguaient sans relâche la défense, des faubourgs de Severodonetsk jusqu'à la frontière russe. Perdre Kupiansk, c'était risquer de sectionner l'artère qui maintenait tout le front est en vie. Chaque train de munitions, chaque colonne de renfort traversant la ville renforçait non seulement la résistance, mais aussi l'espoir de toute l'armée ukrainienne. Au fil des mois, Kupiansk s'était mué en symbole de résilience. Pourtant, derrière l'image héroïque, une vérité plus sombre persistait. La chute de la ville entraînerait l'effondrement de la ligne ukrainienne tout entière. Le sort de l'Est dépendait d'une poignée de kilomètres carrés. À l'automne de l'an 2025, la défense ukrainienne montrait des signes d'épuisement. Les offensives de l'été avaient laissé les unités exsangues, les réserves entamées, l'élan brisé. C'est alors que l'état-major russe, flairant la fragilité, aperçut une faille à exploiter plutôt qu'une simple impasse. Les analystes russes savaient qu'ignorer un nœud logistique comme Kupiansk revenait à sous-estimer un risque existentiel, permettre à l'adversaire de respirer, de se réorganiser, ou pire, de reprendre l'initiative. Mais la perte de Kupiansk pouvait, elle, causer un désastre en cascade, sapant toute la défense orientale. Dès lors, la question n'était plus de savoir si Kupiansk tomberait, mais quand, et surtout comment. Prendre une place réputée imprenable exigeait plus que de la force brute. Il fallait tromperie, patience et un sens implacable du timing. Mais comment une telle forteresse pouvait-elle être réduite à un simple pion vulnérable? L'opération russe allait bientôt révéler sa mécanique implacable. Là où l'ennemi s'attend à une confrontation directe, les Russes préparent un encerclement patient, presque invisible. À Kupiansk, il ne s'agit pas de briser l'adversaire par la force brute, mais de le contourner, de l'isoler, puis de l'étouffer sans gaspiller la moindre munition. La doctrine de l'assaut frontal, qui mène souvent au massacre et à l'épuisement,
est ici abandonnée. Les stratèges russes savent que la puissance se cache dans la manœuvre, l'intelligence du terrain et la surprise. Mieux vaut chercher les faiblesses que s'acharner sur les forteresses. Leur analyse, froide, révèle un point décisif. Les flancs ukrainiens, au nord et au sud de Kupiansk, sont vulnérables, parfois même ignorés. Kiev concentre ses forces sur le centre urbain, mais néglige ses axes. La rivière Oskol, considérée comme un rempart, devient un piège mortel pour celui qui s'y croit protégé. Pour illustrer ce type de stratégie, pensons à l'encerclement de Stalingrad durant la Seconde Guerre mondiale. Les Soviétiques, face à des Allemands retranchés, n'ont pas insisté sur un assaut frontal interminable. Ils ont patiemment contourné, coupé les lignes de ravitaillement, isolé la garnison. La chute de la 6e armée allemande fut le résultat d'une stratégie d'encerclement, pas d'un choc direct. À Kupiansk, les Russes s'inspirent de ces leçons historiques. Tandis que la défense ukrainienne s'enfonce dans la ville, le haut commandement russe orchestre une vaste diversion. La guerre électronique bat son plein. Brouillage des communications, signaux noyés, fausses informations déversées sur la ligne de front. Simultanément, des mouvements de troupes fictifs, des échanges radio inventés et des drones simulent une attaque imminente sur d'autres secteurs, attirant l'attention et les réserves ukrainiennes loin du véritable danger. La désinformation fait mouche. Les chefs ukrainiens pensent anticiper la prochaine offensive, mais ils ne font que suivre la partition écrite par Moscou. Derrière cette confusion savamment entretenue, l'ennemi est aveuglé, privé de la capacité à distinguer la menace réelle. Sous ce brouillard électronique, la Russie rassemble en silence ses meilleures unités. La nuit, des groupes de reconnaissance et des forces spéciales aguerries s'infiltrent dans les forêts et les hameaux à l'ouest du front. Leur mission : repérer les failles du dispositif ukrainien, cartographier les champs de mines, localiser les batteries d'artillerie et les points d'appui, sans jamais se faire remarquer. Chaque information récoltée affine le plan d'attaque. Ce n'est pas une simple reconnaissance, mais une opération chirurgicale où la moindre erreur se paie cher. C'est ici que la victoire prend racine, bien avant que le premier tir ne soit échangé. Le danger de cette stratégie ? La confiance excessive de l'ennemi. Celui qui croit avoir deviné la direction du coup relâche sa garde, justement là où tout va se jouer. La désinformation devient un piège létal, bien plus qu'une ruse de guerre. Mais ce n'est que la première phase de l'opération. Dès que le piège se refermera, chaque minute comptera pour les défenseurs piégés dans Kupiansk. Quand la tempête s'abat enfin, tout bascule en quelques heures. La supériorité de la préparation russe s'impose sans appel. À l'aube, l'artillerie ouvre le bal. Chaque salve, guidée par une reconnaissance minutieuse, s'abat sur les positions ukrainiennes avec une précision glaçante. Les bombardiers surgissent, frappant méthodiquement les nœuds de commandement, les dépôts de munitions, les caches de réserve. Chaque cible a été identifiée à l'avance, chaque secteur isolé puis désorganisé. Sous ce déluge de feu, l'infanterie et les blindés s'élancent. Au nord, dans la zone de Liman, à Dvoreshnaya, les colonnes progressent à toute allure, exploitant chaque brèche ouverte dans la défense. Au sud, autour de Kislovka et Kotliarovka, une deuxième tête de pont se forme et s'élargit. Les deux axes convergent vers l'Oskol, un obstacle que les sapeurs franchissent en un temps record. De nuit, sous la protection des tirs de couverture, ils déploient pontons, barges et routes improvisées. Rien n'arrête le génie russe, pas même les champs de mines ni les pièges explosifs. L'étau se referme. En moins de 24 heures, les deux groupements atteignent leurs objectifs principaux. Les routes et les voies ferrées vitales sont coupées. L'encerclement devient implacable. La logistique ukrainienne se désintègre. Plus rien ne parvient à Kupiansk, sinon la rumeur des combats et un désespoir grandissant. Les réserves, détournées au sud ou déjà sacrifiées en vain, tombent sous le feu avant même de pouvoir contre-attaquer. Chaque tentative de briser le siège échoue, écrasée par une machine de guerre qui semble anticiper chaque réaction adverse. La confusion règne dans les transmissions ukrainiennes. Privés de munitions, d'eau, de soins, les défenseurs voient leur espoir s'effriter heure après heure.
La ligne de front s'effondre, remplacée par un chaos de petits groupes tentant de survivre ou de s'exfiltrer sous le feu. Le commandement, coupé de ses unités, perd pied. L'initiative disparaît, et avec elle, le moral de la garnison, désormais sans protection face à l'effondrement. Mais derrière cette opération militaire, quelles conséquences humaines, matérielles et stratégiques l'encerclement de Kupiansk va-t-il déclencher? La suite ne se mesure pas seulement en kilomètres gagnés ou en pertes infligées. Elle s'écrit dans les ruines, les bilans humains et les leçons que retiendront alliés comme adversaires. Au-delà des chiffres et des cartes, c'est tout un paradigme de la guerre qui se transforme sur les rives de l'Oskol. La victoire russe à Kupiansk ne fut pas une simple prise de terrain. Elle signa un tournant aux répercussions profondes, bien au-delà de la géographie. Des milliers de soldats ukrainiens se retrouvèrent encerclés, coupés de toute voie de repli. Les pertes humaines furent considérables, blindés et dépôts logistiques furent anéantis ou capturés en moins d'une semaine. Sur la rive gauche de l'Oskol, la ligne de défense ukrainienne s'effondra, emportant le dernier espoir d'une résistance coordonnée. Ce repli précipité ouvrit la route vers Kharkiv. Faute de réserves conséquentes, les forces ukrainiennes ne purent ralentir l'avancée russe, menée avec une rapidité glaçante. Chaque journée perdue accéléra la chute de positions stratégiques et la désorganisation du front. Comment expliquer une telle percée? D'abord, par une planification méticuleuse et l'exploitation des faiblesses adverses. L'état-major russe orchestrait désinformation, supériorité du feu et encerclement en un balai précis. Les opérations de guerre électronique et la simulation de mouvements sur d'autres axes désorientèrent totalement le commandement ukrainien. Quand l'assaut principal débuta, la défense ukrainienne était figée au mauvais endroit, privée de moyens de communication et d'appui. L'artillerie lourde, soutenue par l'aviation et des frappes ciblées, frappa les centres logistiques et de commandement, paralysant toute riposte structurée. Le choc psychologique fut instantané et dévastateur. Face à cette offensive sans faille, le commandement ukrainien commit plusieurs erreurs lourdes. Une confiance excessive dans le renseignement satellitaire et les conseils occidentaux fit négliger les signaux faibles et sous-estimer l'adaptabilité russe. Les réserves, engagées trop tard, furent neutralisées avant d'avoir pu manœuvrer. La leçon. La guerre moderne ne se joue pas seulement à la puissance de feu, mais à l'anticipation, à la duperie et à la frappe imprévisible. Oublier l'importance de la désinformation et de la guerre électronique, c'est risquer bien plus qu'un simple revers local. C'est ouvrir la voie à l'effondrement complet d'un front. Pour mieux saisir cette dynamique, rappelons-nous d'autres exemples historiques où la désinformation a joué un rôle clé. Durant l'opération Fortitude, en 1944, les Alliés ont trompé les Allemands sur le lieu du débarquement en Normandie. De fausses armées, des chars gonflables, de fausses radios. Tout fut mis en œuvre pour détourner l'attention de l'ennemi. Cette opération, tout comme à Kupiansk, illustre la puissance de l'illusion lorsqu'elle est orchestrée avec méthode. Ne pas assimiler ces enseignements, c'est s'exposer à répéter les mêmes fautes contre un adversaire plus agile, plus inventif, mieux préparé. Si Kupiansk marque un point de bascule, il impose aussi une nouvelle équation aux états-majors du monde entier. Reste à savoir qui saura l'intégrer avant la prochaine crise. La victoire de Kupiansk n'est pas seulement une prouesse militaire, c'est la démonstration éclatante que, dans la guerre moderne, l'intelligence stratégique peut renverser toutes les certitudes. Ce n'est pas l'écrasement, mais la capacité à anticiper, à exploiter la moindre faille, et à agir là où l'ennemi ne l'attend pas, qui a scellé le sort de cette bataille. L'opération surnommée « Étranglement de Kupiansk » entre dans l'histoire non pas seulement comme une avancée russe, mais comme la preuve qu'une analyse fine, alliée à la maîtrise de la désinformation et à la supériorité du feu, peut provoquer l'effondrement total d'une défense, et ce, avec un minimum de pertes et d'efforts. Ici, ce n'est pas la force brute qui l'a emporté, mais l'art de la manœuvre et la subtilité des plans. Pour tous ceux qui s'intéressent à l'art de la guerre, ignorer ce qui s'est passé à Kupiansk serait une erreur stratégique majeure. Ce serait refuser de voir que les vieux schémas, la répétition des doctrines dépassées ou la simple accumulation de puissance ne suffisent plus. S'enfermer dans le passé, c'est condamner ses propres troupes à répéter les mêmes défaites, à perdre du terrain, du moral
et de la crédibilité, jusqu'à risquer la chute d'une position clé. Kupiansk rappelle une leçon essentielle. Aujourd'hui, la technologie, l'information et la ruse pèsent autant que les chars et l'artillerie. Seule la capacité à surprendre, à tromper et à agir avec audace fait la vraie différence. Chaque décision prise avec lucidité, chaque manœuvre innovante, chaque choix osé marque le rapport de force bien au-delà du terrain immédiat. Pour mieux comprendre comment cette nouvelle forme de guerre s'impose, prenons un exemple concret. L'utilisation de petits drones de reconnaissance pour détecter les points faibles des lignes adverses. Ces drones, souvent pilotés à distance par de jeunes opérateurs, transmettent en temps réel des images détaillées des fortifications. Grâce à ces informations, les commandants peuvent ajuster leurs plans, éviter les pièges et choisir le moment idéal pour frapper. Mais la technologie à elle seule ne suffit pas. Il faut la volonté de questionner ses habitudes, d'oser l'inattendu. Dans l'histoire, Napoléon Bonaparte en a fait la démonstration à Austerlitz en 1805, utilisant le brouillard et la désinformation pour attirer ses adversaires là où il souhaitait les vaincre. Aujourd'hui, le brouillard de la guerre est numérique, mais le principe reste le même. Quels enseignements pratiques tirer de Kupiansk pour les stratèges contemporains? Premièrement, diversifier les sources de renseignements et croiser les données pour éviter les pièges de la désinformation. Deuxièmement, entraîner régulièrement les troupes à réagir à des signaux contradictoires, à rester flexibles face à l'incertitude. Troisièmement, investir dans la guerre électronique et la maîtrise de l'information, brouilleurs, fausses communications, gestion de la rumeur. Enfin, cultiver le doute chez l'adversaire, car une défense certaine d'elle-même est déjà en danger. Ce qui s'est joué dans cette ville va bien au-delà d'un simple succès militaire. C'est une invitation à repenser nos modèles, à questionner nos certitudes, à apprendre sans relâche pour garder l'initiative. La guerre d'aujourd'hui ne récompense plus l'inertie ni l'aveuglement, mais la souplesse, l'analyse et le courage d'innover. À vous, stratèges, décideurs, analystes ou passionnés d'histoire militaire, ne restez pas prisonniers des recettes d'hier. Prenez Kupiansk comme une leçon vivante de ce que l'intelligence, l'adaptation et l'audace peuvent accomplir lorsqu'elles guident l'action. En définitive, l'histoire de Kupiansk pose une question cruciale. Demain, dans la prochaine crise, sera-t-on du côté de ceux qui innovent ou de ceux qui subissent? La réponse appartient à chacun de nous, à chaque état-major, à chaque soldat, à chaque citoyen. L'avenir se construit dans la compréhension des leçons du passé et la vigilance face à chaque nouvelle menace. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place des défenseurs de Kupiansk? Auriez-vous résisté jusqu'au bout ou choisi de vous replier pour sauver vos forces? L'histoire ne donne jamais de réponse unique, mais elle récompense toujours ceux qui savent apprendre, s'adapter et surtout anticiper l'imprévisible.